Aujourd'hui, on s'intéresse à la situation de la région bruxelloise. Pour en parler, Herman Kranings, bonjour. Bonjour Marion. Vous êtes avocat de formation, vous êtes aussi administrateur notamment de De Mérode et de Bessy, donc rien de tel que vous avoir à mes côtés pour aborder cette situation. Première chose que je vous demande, Herman, c'est comment vous qualifieriez la situation de la région? Il faut constater que ça fait maintenant plus de 540 jours que nous n'avons pas de gouvernement. On en a parlé, on en a discuté, tout le monde a donné son opinion. Et aujourd'hui, force m'est de constater que je n'ai plus de mots. Il n'y a pas une définition à cela. C'est une situation tellement unique, surréaliste. Il y a parfois des situations où il n'y a pas de mots. Je voudrais peut-être plutôt aborder comment on va éventuellement s'en sortir, quelles sont nos richesses et tout cela. Mais me demander ce qu'est la situation aujourd'hui de Bruxelles, eh bien, il n'y a pas de définition. En tout cas, Bruxelles signe un triste record, 541 jours ce lundi, sans gouvernement de plein exercice. À qui la faute, Herman? Peut-être commencer par une note positive, parce que sinon l'interview va juste nous mener à une descente aux enfers. Je crois que la Belgique et Bruxelles, nous avons un avenir si on nous souhaite, si on a une volonté. La Belgique est bien située sur la carte européenne. On est au centre de l'Europe. On a un climat clément. Les gens qui travaillent sont bien formés, ont envie de travailler. Et donc, ce sont beaucoup d'atouts. Mais les derniers temps, nous avons plutôt focalisé sur nos défauts. Nous avons fait une sorte de psychanalyse collective négative, en parlant de nous sans gouvernement, sans flexibilité, en parlant de nous avec les jours de grève, etc. Mais je voulais quand même préciser qu'il y a un avenir pour Bruxelles et pour la Belgique, mais il faudra tout à fait changer le paradigme. Maintenant, la faute. Je crois pas que c'est une question de faute. Je crois que c'est une question de priorité. Et là, tout le monde est responsable. Bruxelles est là. Mais que Bruxelles fonctionne, ce n'est plus une priorité. Je vais d'abord prendre les politiciens. On va quand même pas me dire que dans même la situation la plus difficile, on ne peut pas trouver un accord en 541 jours. C'est une question de priorité. Moi, je crois nos politiciens, peu importe les partis, ne sont plus ou ne sont pas très motivés. Pourquoi? D'abord, au niveau financier, rien ne va changer. Ils ont des avantages Non. qu'ils gardent de toute façon. Ils sont payés comme parlementaires, comme bourgmestres, comme président du CPS. Ils vont visiter l'exposition universelle à Tokyo. Ils vont en business class assister au Grand Prix de Formule 1 à Qatar. Donc, je crois qu'au niveau pécunier avantage, rien ne change. Peut-être pour les 2-3 ministres qui ne le sont pas. Bon, enfin, c'est un détail. Donc, il n'y a déjà pas, je dirais, un stimulus au niveau financier. Au niveau politique même, eh bien, ils n'ont pas l'air inquiets. Récemment, je vois encore un politicien qui devait quand même être inquiet, mais il était dans un bon restaurant avec un bon verre de vin, donc on s'inquiète pas. Et on se dit, mais ça va bien changer, ça va bien évoluer. Mais on oublie que parfois il y a des réalités, et finalement, ils se rendent compte qu'ils vivent dans une sorte d'impunité. Parce que le citoyen ne va pas les sanctionner, ne va pas les mettre sous pression. Pourquoi? Parce que ce que j'ai constaté sur les 541 jours, on dit que c'est inadmissible, inacceptable. Et au fil des jours, on dit que c'est de plus en plus inacceptable, mais finalement, on ne réagit pas. Qu'est-ce que j'ai constaté? La dernière fois que le citoyen, le Belge, le Bruxellois est descendu dans la rue, c'était à l'époque de Mélissa, j'ai mis ça, la marche blanche, parce que là, effectivement, on nous dit, ça ne va pas, stop, c'est une priorité. Et là, on a fait pression sur le monde politique pour disant, ça, il faut l'arrêter, il faut prendre des mesures. Ici, on dit toujours, certaines parties disent, nous avons gagné des élections, regardez, on va avoir la majorité. Eh bien, je ne vois jamais les citoyens descendre dans la rue. Donc, c'est bien, pour moi, la meilleure preuve que la situation à Bruxelles n'est pas vraiment une priorité pour les citoyens non plus. Il y a d'autres priorités, mais certainement pas la situation politique. Et donc, quand vous me dites la faute de qui, je dirais c'est une co-responsabilité de tout le monde. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cela? On ne réfléchit pas collectif? Eh bien, il y a deux explications pour ça. D'abord, dans l'absolu,
il fait pas trop mauvais vivre en Belgique. C'est vrai qu'il y a une certaine pauvreté, mais dans l'absolu, le Belge, il vit bien. Donc, il considère qu'il n'y a aucune raison de prêcher la révolution. Et deuxièmement, c'est une sorte d'inconscience qu'on a que ça va s'arranger, ça va tomber dans les plis. Mais quand on regarde l'histoire du monde, la réalité est beaucoup plus impressionnante que la fiction. Je me souviens à l'époque, on a dit le Brexit ne va pas arriver. Le Brexit est arrivé. On a diabolisé Trump. On a dit Trump ne va jamais devenir président. On a dit Trump ne va jamais redevenir président. Ils vont dire les guerres vont se terminer. Et on a vu que cette réalité était tue. Et donc, c'est vouloir ignorer que la situation peut encore se dégrader et se dégrader beaucoup plus vite. On pense qu'il y a quelque part une sorte de main au-dessus de nous qui va nous protéger contre le pire. Mais ce n'est pas le cas. Il suffit de regarder l'histoire. Et donc, je pense qu'on n'est pas encore suffisamment dans une difficulté pour réagir. On n'a pas encore le dos contre le mur. Il faut savoir qu'à 5 mètres il y a un mur, vous avez beau dire le mur n'est pas là, eh bien si vous continuez à avancer, vous allez vous blesser, vous allez vous toucher. Et donc on ne veut pas voir ces réalités. Ces réalités, pour l'instant, c'est qu'on vit jusqu'à nouvel ordre dans une démocratie. On peut discuter beaucoup. Est-ce que c'est le meilleur système politique, la démocratie? Est-ce qu'il ne faut pas une dictature? Mais si on est dans une démocratie, ça veut dire, il faut respecter la voix du citoyen. Le résultat des élections est composé. Parce qu'on n'est justement pas dans une dictature. Mais évidemment, à partir du moment qu'on dit, nous avons gagné les élections, voilà notre programme, c'est à prendre ou à laisser, on ne va pas y arriver. Et c'est pour ça que je crois qu'on doit revenir à certaines valeurs de base. Et quelles sont les valeurs de base qui existaient beaucoup plus il y a une dizaine d'années en politique? C'est le respect. Le respect de s'écouter. Même si on n'est pas d'accord, de dire, mais exprimez-vous. J'ai l'impression que pour l'instant, nos policiers ne s'écoutent plus. Et ceux qui sont en train c'est de stigmatiser, de dire et de monter la population en fait en disant mais ça c'est inacceptable. Donc il faut déjà d'abord revenir au respect dans les négociations. Récemment, il y a un politicien qui me dit comment voulez-vous si je suis attaqué personnellement comme quelqu'un de mauvais qui mène la ville à sa perte, que je peux encore négocier d'une façon constructive. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est être courageux. Et courageux, ça veut dire d'abord donner son opinion, mais accepter qu'il y a des situations dans le passé qui ont été ou qui sont inacceptables. Ça ne sert à rien de vouloir dire « mais finalement tout va bien ». Non, ce sont des réalités. Donc il faut être courageux et dire voilà, on avoue, il y a peut-être une gestion qui n'a pas été la gestion bien, mais donc ça c'est très important. Et ensuite, une fois qu'on s'est respecté, qu'on est courageux, qu'on a été transparent, dire eh bien maintenant comment on va s'en sortir. Et ce qui nécessite des compromis. Des compromis, mais aussi de la détermination. La détermination, ça veut dire il y a des choses qui sont vraiment nécessaires. Et chacun doit, à ce moment-là, faire preuve de compromis. Là, on doit jouer une pièce de théâtre. Donc, on doit revenir à une plus grande confidentialité des négociations. On doit être plus adulte. Et ça se combine avec les autres mots comme le respect. Il faut oser se dire des choses dans la confidentialité, mais qui reste dans la confidentialité, ce qui n'est plus le cas maintenant, parce que beaucoup de nos hommes politiques ont un comportement de coq. Ils veulent montrer que voilà, je suis le plus fort, mais ce n'est pas comme ça qu'on construit. Il faut construire des ponts, mais on ne construit jamais des ponts de concertation si on estime qu'on est le meilleur. Une certaine modestie est nécessaire. Et là aussi, je crois que quand on considère la partie francophone, le MR et le PS sont quasiment incontournables. Mais quand on regarde la Flandre, qui est quand même la région qui prospère le plus, la NVA est incontournable. Donc, à ce moment-là, dire « mais moi, jamais avec la NVA ou jamais avec le PS »,
C'est une absurdité. C'est une absurdité qui va à l'encontre des intérêts du pays. Donc, je dirais, ces trois parties qui sont les NVA en Flandre, je parle maintenant pour Bruxelles, hein, parce que Bruxelles, c'est quand même la combinaison des deux. Quand on regarde, on a besoin de la NVA parce qu'ils ont quand même une grande crédibilité. Ils représentent quand même la communauté flamande, qui est très importante encore en Belgique. Et on a besoin du MR et du PS. Donc, aussi longtemps qu'on va continuer avec des exclusives, jamais avec un... non, on va pas y arriver. Moi, j'ai lu les programmes. J'ai lu les programmes. Moi, je peux vous dire, j'ai lu les programmes de la NVA pour Bruxelles, j'ai lu le programme du PS pour Bruxelles, j'ai lu le programme du MR pour Bruxelles. Eh bien, mis à part quelques nuances, mais ils disent tous la même chose. Il faut une plus grande sécurité, il faut une plus grande mobilité, l'enseignement. Donc, dans la base, ce qu'on dit, on dit la même chose. Donc, si on le met dans son programme, pourquoi on n'est pas capable à ce moment-là, dans la négociation, de passer outre les intérêts personnels, peut-être des inhibitions, pour dire, mais on va y arriver. C'est ce combat de coq, ça n'apporte rien de positif. Parce que si on veut arriver à un accord, si à la limite, on veut séduire son adversaire, c'est pas en tapant dessus, mais c'est parfois en le flattant, en l'écoutant. Parce qu'après tout, peu importe quelle position qu'on occupe dans la vie, qu'on soit un ouvrier, un employé, un politicien, un ministre, un noble, etc., eh bien, on a envie d'être respecté aussi. Et donc, et c'est là le message que je donne à nos hommes et femmes politiques. Arrêtez de stigmatiser. D'ailleurs, la preuve en est qu'au bout de 541 jours, on n'est nulle part. J'ai déjà conseillé à plusieurs politiciens, vous devez avoir un discours d'espoir en disant, c'est peut-être pas évident. C'est vrai qu'il y a une difficulté, parce qu'on va pas l'ignorer, vous le constatez vous-même, mais on y travaille, on a besoin de vous. Donc, dans la communication, on doit avoir une communication qui donne de l'espoir. On doit voir le bout du tunnel. Récemment, je discutais à un politicien, il me dit, mais écoute Herman, oublie, on sera en affaires courantes pendant toute la législature. Mais moi, je trouve ça inconscient dans le chef d'un politicien d'oser dire cela. Certes, c'était en privé, mais c'est qu'il le pensait aussi. Donc, il faut donner de l'espoir aux citoyens. Ce qu'on dit, ça a des répercussions. Et c'est pour ça que les messages doivent être des messages plutôt de compromis. Nous allons construire ensemble. Et je vais prendre l'exemple du général de Gaulle. Général de Gaulle, à un moment, il disait, voilà, mais finalement, gérer un pays, c'est comme gérer un ménage. Et il faut faire des choix. Et on ne peut pas acheter le même mois une télévision, une nouvelle voiture et une machine à laver. Il faut faire un choix. Et c'est ça, mais il faut faire des choix. Il faut les assumer. Si maintenant, par exemple, on dit les choix qu'on va faire, c'est au niveau de la sécurité, il faut investir là-dedans. C'est d'attirer notre image au niveau économique. Ce sont des choix et qui nécessitent peut-être de faire un effort temporaire pour mieux rebondir par la suite à d'autres niveaux. Et c'est pour ça qu'il faut quand même un moment vraiment insister sur le risque d'une déchéance totale ou bien on est fataliste. On dit c'est le cours de l'histoire. C'est facile. On se dédouane, on se responsabilise pas. C'est pas de notre faute. Ou bien on dit on est l'acteur de notre vie. Et si on est l'acteur de notre vie, il faut aussi agir. Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait imaginer Bruxelles en l'absence justement d'un budget pour les années à venir? Eh bien là, pour une fois, je vais quand même être pessimiste. Si on renverse pas la table, et quand je dis renverser la table, c'est prendre les choses en main, commencer par une feuille blanche et dire quelles sont maintenant nos priorités. Et il y a des vraies priorités qu'on peut aborder. Une priorité, pour moi, une première priorité, c'est déjà l'image de la sécurité. Mais ça veut dire deux choses. Qu'on donne une priorité à cela et qu'on met les moyens à cela. Et là, je reviens aussi, par exemple, au chômage, etc. Il faut maintenant transformer les métiers aussi. Et bon, donc c'est pour moi un premier très, très grand défi.
Deuxième défi, c'est continuer à attirer les investisseurs, les sociétés multinationales dans notre pays, parce qu'on a beau dire, on a besoin d'une bonne administration, ça va de soi, mais on a besoin quand même d'une certaine forme de capitalisme de sociétés qui sont générateurs de revenus, qui payent les impôts et qui font qu'un pays puisse fonctionner et qu'une ville puisse fonctionner. Et ce qu'on oublie qu'au niveau mondial, le monde change totalement et que l'Europe et ni la Belgique, on joue encore le rôle qu'on rêve de jouer. Moi aussi, j'adore rêver. Je vous cache pas, j'adore rêver. Mais quand je me réveille le matin, je me dis, la réalité est différente. Et la réalité est qu'aujourd'hui, pourquoi on considère encore l'Europe? Parce que l'Europe, c'est plus ou moins 300 millions de consommateurs. Mais à part cela, l'Europe ne pèse plus parce que le monde a bougé. C'est les États-Unis, c'est la Russie, la Chine, l'Afrique noire qui monte aussi. Parce que ceux-là, ils estiment qu'ils ont encore à conquérir, qu'ils ne sont pas arrivés au sommet de la culture. Alors que nous sommes arrivés au sommet il y a un siècle, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas d'avenir pour nous, mais il faut changer. Il faut se rendre compte qui on est vraiment. Et qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes, après tout, un petit pays. La Belgique est un petit pays. Donc, je crois pas que notre rôle primaire ou un rôle est de nous occuper de la géopolitique. Je crois qu'il y a d'autres pays pour ça, d'autres institutions pour s'en occuper. Ce que nous devrions faire, c'est faire que ce pays fonctionne comme un pays de notre taille, comme par exemple le Luxembourg ou la Suisse. Comment fonctionne la Suisse et le Luxembourg? Eh bien, il y a une stabilité politique, peu importe les gouvernements. Il y a une stabilité sociale, peu importe les gouvernements. Il y a une stabilité fiscale, peu importe les gouvernements. Et c'est là que les sociétés, les investisseurs cherchent. Et nous devions beaucoup plus miser sur cela. Beaucoup de multinationales qui me consultent, pour eux, le terrain de jeu, c'est pas la Belgique, c'est pas l'Europe, c'est le monde entier. Et eux, ils vont où ils ont pour eux la plus grande stabilité au niveau travail, sécurité, etc. Et c'est là que nous avons un rôle à jouer. Et ça, c'est le rôle que Bruxelles doit jouer. Et ça va générer aussi des revenus. Parce que si on a un pôle d'attraction, ça veut dire que les sociétés vont investir. Il faut tout à fait changer l'optique. Maintenant, on est souvent dans une optique, voilà, il faut trouver de l'argent, il faut augmenter les impôts subtilement ou moins subtilement, etc. Mais non, on doit être dans une ambiance, mais comment on peut redémarrer ce pays avec des formations, des nouveaux métiers il y a du travail. Quand je vois le nombre de vacatures qu'il y a, mais évidemment, il faut accepter. Vous savez, moi j'ai dû accepter aussi de m'adapter à l'informatique. Moi, j'aurais préféré aussi de continuer comme avant, où je dicte et mon assistante tape ce que j'ai dicté. J'ai dû m'adapter pour continuer à survivre. Eh bien, l'être humain doit s'adapter, accepter qu'il y a un changement de façon de travailler et se former. On vit plus dans les années 60. Donc, toute notre concertation sociale date des années 60. Mais il faut quand même pas oublier que dans les années 60, l'Europe existait à peine. Il y avait pas des réseaux sociaux, on savait pas ce qui se passait de l'autre côté du globe quand on y allait. Enfin, c'était très folklorique. Mais maintenant, on n'est plus là. Et donc, ce que nous devons voir, c'est que l'ennemi, je dirais, ou le défi, ou les défis, ne sont plus à l'intérieur de notre pays, mais sont à l'extérieur. C'est survivre dans un monde tout à fait géopolitique où la Russie, les États-Unis, la Chine n'ont pas tellement d'état d'âme que nous. Et donc, pour cela, nous devons nous rendre compte qu'il n'y a plus de droit acquis. On doit se réinventer parce qu'on a affaire à des pays, à des continents qui sont en train d'acquérir des droits qu'ils n'en avaient pas encore. Et donc, pour survivre, on doit se dire, il n'y a plus de droits acquis, on a des droits alignés et pas conflictuels. Je prends l'exemple qui est ma spécialité, les restructurations, etc., l'opposition, société, employeur, travailleur. Eh bien, on doit se mettre main dans la main pour survivre. Et donc, ce qui veut dire que si une entreprise va moins bien, eh bien, les travailleurs doivent aussi accepter une flexibilité dans la rémunération, dans les bonus, etc., parce qu'ils sont stakeholders.
De l'autre côté, si une entreprise va bien et fait des bénéfices, je prends l'exemple à l'époque, plus maintenant de Porsche en Allemagne, il est normal que les travailleurs en profitent aussi. Donc, je suis un des avocats qui prône depuis des années de réserver une partie des bénéfices d'une entreprise au monde du travail. Je prends par exemple un exemple, je ne sais pas si vous avez entendu la société Clarabot en Flandre, la société des pommes de terre. Si l'actionnaire parvient à vendre cette entreprise pour 2 ou 3 milliards, on ne connaît pas le chiffre, bon, c'est très bien pour lui et ça prouve que c'est un très bon entrepreneur. De l'autre côté, il n'aurait jamais pu faire ça sans l'appui des travailleurs. Et là, je suis le premier à ce moment-là à dire, eh bien, une partie de ce montant doit revenir aux travailleurs. Alors, on va inventer des arguments juridiques en disant c'est pas possible. Mais le monde n'est pas dirigé uniquement par le droit. Le droit est là pour réguler des excès, mais le monde fonctionne avec du bon sens. Et ce n'est que du bon sens que si on vend une entreprise à un prix pareil, que les travailleurs participent également. Évidemment, le système de pension doit changer. Pourquoi le système de pension doit changer? Parce qu'à l'époque, quand on a voté l'âge de la pension, eh bien, les gens ne vivaient pas plus longtemps que 70 ou 72 ans. Mais maintenant, je crois qu'en Belgique, on est déjà loin au-delà de 80 ans. Donc là aussi, il faut changer de mentalité. Et c'est une remise en question totale, parce que sinon, on va continuer à creuser le trou. Par exemple, on dit toujours une carrière doit être linéaire au niveau de la rémunération. J'entends souvent dire, oui, mais il est expérimenté, c'est normal qu'il gagne plus. C'est un leurre pour 2 raisons. D'abord, souvent, l'expérience qu'on a acquis n'est plus l'expérience qui est nécessaire maintenant. Donc, il faut faire du reverse coaching. Je prends l'exemple de moi-même avec mon fils. Il y a des choses où j'ai une expérience, mais une chose où lui a une expérience. Donc, l'ancienneté et l'âge n'est plus un gage d'expérience. Donc, on doit aller vers une rémunération flexible qui est une courbe montante et descendante par la suite, mais qui n'est pas linéaire. C'est qui permettrait de garder beaucoup plus de monde au travail parce qu'on va partager nettement mieux la rémunération. Nous sommes maintenant, pour l'instant, dans un cercle vicieux à Bruxelles. 541 jours, c'est un cercle vicieux. On doit passer de ce cercle vicieux dans un cercle vertueux, où on a tous dit enthousiaste, et c'est effectivement, et ça nécessite un certain effort, mais le plaisir de vivre par la suite. Parce que il faut aussi savoir une chose, l'argent, c'est important, les revenus, c'est important, mais ce n'est pas uniquement ça qui rend heureux. Parce que je crois que, en fait, quand on voit les structures de salaire, les gens n'ont jamais gagné autant que maintenant. Donc, mais est-ce que les gens pour autant sont plus heureux? Non. Et alors là aussi, au niveau fiscal, je suis convaincu qu'il faudra limiter et diminuer les impôts directs énormément. De telle sorte que le citoyen a une plus grande disponibilité de dépenser, un plus grand Plus de pouvoir d'achat. Ouais. Quitte à augmenter peut-être les impôts indirects, la TVA, parce qu'au moins l'être humain aurait l'impression qu'il a décidé lui-même où dépenser son argent. Mais pour cela, il faut quand même que quelque part on réduise, on limite les impôts. Mais nous sommes dans un pays où les impôts au niveau direct sont au sommet. Et maintenant, petit à petit, au niveau de la TVA aussi, c'est ça aussi qui contribue à ce cercle vicieux. Peut-être que la route sera longue. J'en dis ce qu'on vient pas. Ça sera pas demain qu'on va y arriver. Mais si on ne démarre pas, chaque jour, c'est un jour perdu. Et je vois bien qu'il y a une possibilité de le faire. Eh bien, Herman, ça fait du bien d'entendre un discours aussi positif dans un moment qui a plutôt l'air clivant. Je vous remercie pour cet agréable échange autour de débats houleux.